Il reste 267 jours avant les Jeux Olympiques et comme vous le voyez, les travaux pour les épreuves aquatiques, elles ont l'air vachement avancées, tu trouves pas? Ça donne envie, hein? En tout cas, la ministre a dit que les étudiants doivent être fiers d'être délogés pour les Jeux Olympiques et en même temps, ils ont eu un dédommagement de 100 € les gars, hein. Après, les étudiants, ils font chier aussi de vouloir étudier là. Non, ce qu'on veut, nous, c'est qu'il y a plein de riches qui arrivent à Paris pour faire exploser les loyers, c'est ça qu'on veut. Après, nous, on n'est pas contre un petit 100 balles sur notre Tipeee, hein, parce que tout ce qu'on fait ici sur Actu Réfractaire et sur Canard Réfractaire, ça vous est proposé gratuitement avec plein de gens qui travaillent parce que tu as des gens qui l'ont financé. Donc si tu veux soutenir notre indépendance, eh ben il y a le lien en description et en attendant, on va passer à l'actualité du jour. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la situation en Palestine, promis, on le fera demain. Non, aujourd'hui, on va plutôt raconter l'histoire d'un procès un tout petit peu particulier. C'est le procès dit du 8 décembre où 7 personnes sont accusées d'association de malfaiteurs terroristes. Le procès vient de s'achever la semaine dernière avec les réquisitions du parquet national antiterroriste et les plaidoiries des avocats des 7 prévenus. Mais pour comprendre cette affaire, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Le 8 décembre 2020, les 7 ont été interpellés dans une opération de police impressionnante menée de front à Toulouse, à Cubjac en Dordogne et à Vitry-sur-Seine dans la région parisienne et à Rennes. À l'époque, la presse en a fait les gros titres, hein, comme pour l'affaire Tarnac, la police avait trouvé des éléments dangereux pour la création d'explosifs. Comme de l'eau oxygénée, tu sais, le truc pour détacher le linge là, ou l'acétone, ça marche super bien pour le vernis à ongles. 5 des 7 ont été placés en détention préventive en isolement après 96 heures de garde à vue. Parmi eux, celui qui est présenté comme le chef, qui s'appelle Libre Flotte, a été fiché S parce qu'il a vécu dans une ZAD et il avait mis en pratique les luttes antifascistes en combattant Daesh aux côtés des Kurdes en Syrie. Petit aparté d'ailleurs, Daesh a depuis été vaincu par les Kurdes, mais le Rojava, là où habitent les Kurdes, subit toujours des attaques de l'État turc et d'Erdogan avec des bombardements fréquents sur des zones habitées par des civils. Les bombardements ont pris de l'ampleur au même moment que la reprise du conflit en Palestine. Ouais, du coup, on a quand même parlé de la Palestine, hein. Durant le procès, les enquêteurs et le parquet antiterroriste ont tout mis en œuvre pour prouver la dangerosité des 7 accusés. Sauf que le dossier était bancal d'après plusieurs médias. Il a notamment été reproché aux 7 d'utiliser des messageries chiffrées telles que Signal, Telegram et même WhatsApp, genre la messagerie qui appartient à Facebook, tu vois. Le truc que nous, on utilise tous les jours, tu vois. Pire encore, ils utilisaient Linux et avaient chiffré les données sur leur disque dur et en même temps, ils étaient tous placés sur écoute. Flo a même été écouté et surveillé dans son van qui était sonorisé. Donc on ne leur reproche pas d'avoir dit des choses liées au terrorisme, on leur reproche de juste cacher des choses aux renseignements parce qu'ils utilisent des messageries chiffrées qu'on utilise tous les jours. D'après le procureur, les propos tenus tels que les chiens de garde du pouvoir et les notes trouvées dans leur camion prouvent la volonté d'attentat terroriste du groupe. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, ils ont aussi trouvé par exemple un livre d'apprentissage du crochetage. T'en as qui disent qu'ils veulent réquisitionner des maisons pour les redistribuer à d'autres gens pour lutter contre le prix de l'immobilier, genre de truc. Ou encore la vie en squat de plusieurs des 7 serait aussi liée à une volonté terroriste. Un autre accusé possédait lui un drone et des plans du dispositif de sécurité du défilé du 14 juillet disponibles gratuitement sur le site du ministère des Armées. Vous savez, c'est un plan qui était devenu à même sur internet parce qu'il avait une forme de pénis, mais pour l'accusation, ça c'est forcément qu'il prévoyait une attaque sur l'estrade présidentielle. Après, il faut bien avouer, voilà, il faut être impartial aussi dans cette affaire. Dans ce dossier-là, ils avaient aussi des armes, ces gens-là, donc des tenues militaires. Après, c'était de l'airsoft, donc c'était juste avec des billes de plastique, mais quand même, le parquet antiterroriste assimile ces parties de airsoft à des entraînements paramilitaires. Du reste, les notes de renseignement sont anonymes, les écoutes sont morcelées et certaines vidéosurveillances sont totalement disparues. La DGSI a présenté un dossier à charge, mais qui ne tient pas compte de l'intégralité des échanges du groupe. Et donc, le parquet a requis des peines allant de 2 ans de prison avec sursis à 6 ans ferme avec emprisonnement immédiat. Le délibéré se fera le 22 décembre et évidemment, on vous tiendra au courant. Les avocats, eux, ils ont plaidé le coup monté par le renseignement et le procès politique dans une période où les luttes écologistes et contre la vie chère prennent de l'ampleur. Les accusés, leurs clients donc, ont pu s'amuser tant dans les propos que dans les actes dans leur jardin, mais ça ne représente aucun danger réel
réel évidemment. Quant aux parents des accusés, ils demandent eux à ce qu'on remercie des jeunes qui se soucient de la vie sur Terre. Ce qu'on a pu voir, c'est que des moyens qui étaient alloués normalement à l'antiterrorisme sont utilisés concrètement pour lutter contre le militantisme politique. Il s'agit là, et il faut bien le comprendre, d'un procès politique qui permet d'enfermer des opposants et qui va pouvoir être répété contre n'importe qui. Et ça va de pair avec la militarisation de la police et la répression toujours plus grande de l'ensemble des mouvements sociaux, que ce soit dans les quartiers, avec les gilets jaunes ou les soulèvements de la terre par exemple. Et évidemment, tous ces moyens antiterroristes incroyables ne sont pas du tout mis en place pour les fraudeurs fiscaux. Et justement, ça c'est notre deuxième sujet du jour. On va donc passer à une actualité un petit peu plus légère avec le patron d'Optical Center qui aurait blanchi 275 millions d'euros, faisant perdre au fisc 85 millions d'euros. Laurent Lévy aurait subtilisé à son entreprise 60 millions entre 2018 et 2022 pour son propre profit, au détriment des impôts, des investissements de la firme et des augmentations de salaire des employés. Déjà en 2016, le fisc avait épinglé l'opticien pour avoir revu à la baisse son montant imposable de 40 millions d'euros. En mars dernier, le siège social avait été perquisitionné pour des soupçons de fraude fiscale vers Hong Kong et Israël, et c'est là que les enquêteurs ont compris un peu l'embrouille. Une partie des bénéfices de l'entreprise partait dans des sociétés basées à Hong Kong, toutes détenues par une seule holding, elle-même détenue à 100% par Laurent Lévy. Un montage similaire était en cours vers Israël au moment de la perquisition. L'ampleur du blanchiment est telle que la justice a fait des saisies préventives sur les avoirs et les biens immobiliers du groupe. Et pour justifier ce qui ressemble à un détournement de fonds, officiellement, l'argent a été envoyé comme droit d'auteur pour sa technique managériale au patron, là, ou alors pour une campagne publicité par mail qui aurait coûté 20,5 millions d'euros. Un peu cramé quand même, les gars. Et là, vous voyez que les techniques de détournement de fonds sont un peu grossiers. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'on est au courant des années plus tard de ce qui s'est passé avec Optical Center, mais en réalité, combien d'autres entreprises françaises font exactement la même chose, mais mieux avec encore plus d'argent? On le répétera jamais assez, mais il n'y a rien de plus rentable pour un pays d'embaucher des fonctionnaires qui luttent contre la fraude fiscale. Et si en France, il y en a certains pour qui l'argent coule à flot, c'est loin d'être le cas pour l'ensemble des sportifs de haut niveau. La France s'est donné un objectif de médaille record pour les Jeux Olympiques de Paris et avait annoncé que pour faire cela, aucun athlète ne vivra sous le seuil de pauvreté. Et comme pour beaucoup de promesses gouvernementales, on va vérifier ça et vous allez vite comprendre que c'est pas gagné. On a par exemple Frédéric Dager, recordman français du lancer de poids, qui est obligé de faire à 35 heures en plus de ses entraînements sportifs, faute de sponsors privés ou publics. Alors il a mis en place une cagnotte en ligne, c'est donc par solidarité que son rêve olympique se fera. Idem pour Jonah Aigui, qui est championne de France de javelot, qui a fait une cagnotte pour lui permettre de récolter plus de 30 000 euros afin de financer sa participation aux Jeux Olympiques. En fait, les aides d'État sont surtout versées aux 500 athlètes d'une cellule de performance parmi les 5000 qui se présentent aux grandes compétitions. Donc 10% des athlètes, pas plus. En gros, à ceux qui ont une chance réelle d'avoir une médaille, et les autres, eh ben, ils ont qu'à galérer en réalité, quoi. Ceux qui sont dans la cellule ont un revenu de 2600 € net garanti, en échange de quoi le gouvernement espère récolter 107 médailles à Paris. Sauf que le problème, c'est que les athlètes qui sont dans cette cellule-là et qui bénéficient donc de l'argent de l'État, en réalité, ils ont déjà des sponsors. Parce que eux, ils font des grands sports un peu plus nobles, tu sais, les 100 mètres et compagnie. Donc ils ont déjà de la publicité sur eux. Ce qui fait que l'État finance ceux qui en ont pas besoin et laisse ceux qui ont besoin dans la galère. C'est une prime à ceux qui ont déjà tout. Sinon, les athlètes pourraient entamer aussi une grève pour être payés. Les salariés de Ford, de Stellantis et de General Motors aux USA viennent de gagner une augmentation de 25% et une indemnité de vie chère après plus de 40 jours de grève dure, bien au-delà des 9% initialement proposés par les entreprises. Vous vous souvenez, ce sont les syndicats qui avaient fait des grèves surprises dans des dizaines et des dizaines d'usines aux États-Unis et qui avaient permis de bloquer la production sans que ce soit prévisible par le patronat.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Ford et Stellantis qui ont accordé le premier les augmentations de salaire et qui ont pu reprendre la production. General Motors, eux, ils étaient bien plus contre l'augmentation des salaires, sauf que vu que leurs concurrents reprenaient la production et prenaient de l'avance sur eux, ils ont été obligés de céder quelques jours plus tard. Le patron de l'UAW, le syndicat de l'automobile, a déclaré « Ensemble, nous sommes en train d'inverser la tendance pour la classe ouvrière de ce pays ». Cet accord pourrait donc convaincre le reste des travailleurs en usine à débrayer, c'est-à-dire eux aussi à rentrer en grève pour obtenir des augmentations similaires. C'est tout pour cette quotidienne qui a donc été écrite par Ellie et qui a été montée par notre alternant Alexandre. Donc merci à eux et on se retrouve demain vers 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Et pensez à commenter aussi n'importe quoi, qu'importe, genre même coin ça passe les gars. Plus il y a de commentaires, mieux c'est valorisé par l'algorithme et plus il y a des gens qui voient cette vidéo, c'est la manière la plus simple, rapide et gratuite pour soutenir Actu Réfractaire. Sur ce, des bisous. Quack.